Bonsoir, je m'appelle Suzanne Guévremont, commissaire du gouvernement à la cinématographie et présidente de l'Office national du film du Canada. Mesdames, Messieurs, A little over 8 minutes. un peu plus de 8 minutes. C'est le temps qu'il a fallu pour laisser une trace indélébile sur l'univers du cinéma et cimenter l'importance du partage des diverses perspectives canadiennes. L'histoire est fort simple. Elle commence avec deux hommes qui lisent deux journaux différents, avec la même manchette, mais des points de vue nettement opposés sur le monde. Ils vivent heureux, l'un à côté de l'autre, célébrant leurs différences, jusqu'à la découverte d'une ressource naturelle rare et précieuse. Les revendications de propriété, la cupidité conduisent à un différend. D'abord, à savoir qui a le droit de contrôler cette ressource naturelle, puis tracer la frontière de leur territoire respectif. Cela vous dit quelque chose? L'hostilité dégénère en violence, en haine et en autodestruction mutuelle. Cette histoire est une déclaration puissante sur la tragédie des conflits humains et l'absurdité de la guerre. Une déclaration qui est aussi percutante aujourd'hui qu'elle l'était lorsqu'elle a été réalisée pour la première fois en 1952. Le film s'intitule « Voisin » et il a été réalisé par l'unique Norman McLaren. Il s'agit sans doute la production de l'ONF la plus célèbre de tous les temps. Il a remporté l'Oscar du meilleur court-métrage documentaire. Il a été ajouté en 2009 à la collection Mémoire du patrimoine mondial de l'UNESCO, gagnant sa place aux côtés de la Bible de Gutenberg, du manuscrit original de la 9e symphonie de Beethoven et de films tels que Métropolis et Le Magicien d'Oz. Le film est à la fois intemporel et d'actualité. Il a révolutionné la technique cinématographique de l'animation image par image. À notre époque actuelle de fragmentation politique, ce film raconte une histoire importante. C'est faire de l'introspection, c'est faire de l'espace pour des expériences partagées. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec le présent et l'avenir du pouvoir créatif du Canada? Eh bien, c'est que les récits canadiens comptent, parce que les récits autochtones comptent, parce que la voix du Canada dans ce monde compte. Nous croyons que les institutions représentées ici ce soir jouent un rôle essentiel pour ce qui est de tisser des liens plus serrés entre les citoyens et les citoyennes de notre pays. Nous croyons que les histoires, que l'art, que la culture contribuent à refléter et à façonner notre identité et à renforcer la cohésion de nos communautés d'une manière qui est fondamentale et vitale pour notre démocratie et pour ce qui est de faire avancer la diversité et l'inclusion sociale dans notre cœur et dans notre esprit. Pendant 85 ans, l'ONF permet aux Canadiens et aux Canadiennes de prendre connaissance et de partager les histoires de tous et chacune. Et au cours de cette période, l'ONF a remporté 12 Oscars. Aucune autre organisation cinématographique basée à l'extérieur d'Hollywood n'a obtenu plus de nominations aux Oscars que l'ONF, soit un total de 78. Et c'est célébré à la grandeur du pays. En fait, on peut dire qu'on a le meilleur album familial. On crée des espaces communs. Dans cette époque inquiétante, ne croyez-vous pas qu'il est essentiel de préserver ces lieux de partage qui nous rassemblent dans notre diversité? Fini le temps où des millions de gens regardent un film en même temps. Les publics sont fragmentés, la concurrence, surtout américaine, est féroce. Les institutions culturelles doivent s'adapter pour rejoindre le public, parce que si beaucoup de choses ont changé, d'autres restent immuables. Comme à l'époque de Neighbours, une nouvelle génération de Canadiens et Canadiennes fait face à des questions universelles d'environnement, de paix, de guerre, d'équité et de justice. La meilleure façon de les aborder est de partager des histoires qui nous rappellent qui nous sommes et pourquoi nous sommes ensemble. L'ONF doit préserver et accroître ces espaces de partage. Nos efforts passent par nos histoires racontées, certes, autant que par nos moyens de diffusion. Évidemment, les applications numériques. Mais saviez-vous que chaque année, l'ONF participe à plus de 5000 projections communautaires à travers le pays et que plus de 440 000 professeurs accèdent à nos contenus à tous les jours?
Nous croyons donc dans le partage du récit. Nous croyons aussi dans le partage du moment. Visionner un film en groupe qui nous émeut demeure une expérience puissante qui crée des liens. Peu importe comment nous consommons la culture, il est essentiel de rejoindre les Canadiens et Canadiennes de toutes les générations avec des histoires qui les touchent dans leur cœur et dans leur réalité, parce que leur voix compte. Mais parce que les plateformes sont contrôlées par des intérêts étrangers, parce que la crise du journalisme local contribue à une perte de contact entre les citoyens, il faut se réapproprier notre récit. Se comprendre et apprendre de l'autre demande toutes sortes de contacts avec la culture. Le documentaire et l'animation sont des formes riches de découverte et de compréhension culturelle. Ils sont donc d'une extraordinaire pertinence. L'ONF se doit d'être le choix naturel du public canadien à la recherche d'un autre regard, un contrepoint à l'instantané et au spontané. Le lieu où des histoires canadiennes et autochtones sont mises en lumière en français et en anglais. Un lieu de profonde compréhension. Back to McLaren's film Neighbors, the irony... Pour revenir au film Voisin de McLaren, l'ironie du sort veut que Voisin livre un message puissant, et ce, sans dialogue. Mettons-nous au défi de favoriser une culture qui valorise le dialogue plutôt que la division, qui chérit l'inclusion sociale dans chaque espace et expérience partagée. Alors que nous prenons des mesures pour protéger la souveraineté culturelle du pays, il est également de noter que la version de Voisin qui a remporté l'Oscar n'était pas celle que McLaren avait créée à l'origine. Non, pour le rendre le film plus acceptable au public américain, McLaren a été contraint de supprimer une scène du film dans laquelle les deux hommes qui se disputent la fleur, qui tuent la femme et l'enfant de l'autre. Ce n'est qu'après les atrocités de la guerre du Vietnam que McLaren a pu rétablir la séquence originale pour les spectateurs de Nos voisins du Sud. Voisins et tant d'autres films de l'ONF nous rappellent que les récits canadiens ne sont pas un luxe. Nous devons continuer à investir dans les perspectives culturelles canadiennes, à les protéger, à les promouvoir. Elles sont essentielles à notre compréhension de ce que ça signifie que d'être humain, de vivre ensemble dans ce monde fracturé et de réduire les fossés qui nous séparent. Et oui, mesdames, messieurs, c'est ça le pouvoir créatif du Canada. Merci. Good evening, anyone. Bonsoir à tous et à toutes. Mon nom est Julie Roy. Je suis très heureuse d'être ici avec vous ce soir dans le contexte des Walrus Talks et je tiens à saluer mes collègues des organisations sœurs. C'est un plaisir et un privilège de toutes et tous réunis ce soir. Chacune de nos organisations a une mission qui lui est propre, mais nous sommes toutes complémentaires. Ensemble, nous contribuons à la création des récits des Canadiens et Canadiennes de partout au pays. Nous contribuons à la valorisation des histoires qui tissent la trame de notre société. Nous, institutions culturelles, sommes un miroir, un micro, une antenne, une vitrine, un projecteur. Et qui dit projecteur dit cinéma. Et j'ai une histoire personnelle avec le cinéma. C'est à l'Office national du film du Canada que ma passion pour le cinéma est née instantanément. J'y ai œuvré pendant 29 ans et cette passion ne s'est jamais démentie. Le cinéma est certainement au cœur de ma vie personnelle et professionnelle, mais elle est aussi au cœur de Téléfilm Canada et elle est au cœur de notre culture collective. Notre industrie cinématographique et tous ceux et celles qui la composent racontent nos histoires. Les créateurs racontent qui nous étions, qui nous sommes et qui nous serons. Les œuvres nous permettent de nous différencier les uns des autres, mais aussi de nous comprendre mutuellement. C'est ce que nous aimons appeler le pouvoir rassembleur du cinéma. Le cinéma est rassembleur comme expérience collective en salle, mais il est aussi rassembleur derrière l'écran. Les histoires, derrière les histoires, sont des vecteurs de changement, de transformation et d'expériences humaines extrêmement riches. Je pense notamment à l'incroyable aventure de cet enfant, Ryan Dieudonné,
qui, 2 ans après être entré au Canada par le chemin Roxham en 2018, est devenu le personnage principal du bouleversant Canaval, premier long-métrage d'Henri Pardot, récompensé au TIFF en 2023. Je pense à des moments inoubliables, comme en mars dernier, ici même, à Ottawa, à la maison de la gouverneure générale. Le film « Rue » a été présenté à de nouveaux arrivants et à des réfugiés qui se sont totalement identifiés au film et ont livré des témoignages très personnels et très touchants à l'autrice Kim Thuy et au réalisateur Charles-Olivier Michaud sur les douleurs du déracinement et le rêve d'une vie nouvelle. Un autre exemple est celui du film Tao Tak Vuk, Sous nos yeux, réalisé par 2 femmes inuites, Carole Kunuk et Lucie Toligarguk. Il s'agit d'un documentaire qui suit 2 sœurs inuites dans leur parcours de guérison. Voici un exemple très éloquent de l'impact du cinéma auprès des communautés lorsque celles-ci se voient à l'écran. À Téléfilm Canada, nous contribuons à faire rayonner et à célébrer les histoires qui reflètent la diversité des voix et des communautés qui définissent notre pays. C'est une priorité et nous ne sommes pas les seuls. L'ensemble de notre industrie culturelle canadienne joue un rôle. La culture, dans son ensemble, est à l'épicentre de nos relations et de la collaboration avec nos partenaires. Culture brings people together. La culture rassemble les gens, nourrit un sentiment d'appartenance et nous aide à grandir en tant que collectivité. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous engager activement dans la culture pour rester en contact et apprécier notre humanité commune. Autrefois, les grands événements, les films et les émissions de télévision étaient des activités culturelles que des millions de personnes vivaient ensemble. Ils créaient des moments partagés et des souvenirs collectifs. Aujourd'hui, nous avons accès à une vaste gamme de choix via un simple clic. Notre consommation de produits culturels, de contenus, sont désormais hautement individualisés en fonction de notre emploi du temps. Le succès n'est plus défini par un moment unique et unificateur. Cette évolution a transformé la manière dont nous nous connectons à la culture et, plus important encore, a transformé la façon dont nous connectons les uns aux autres. Notre secteur culturel exige que nous nous retrouvions tous, que nous partagions notre expertise, que nous encouragions la diversité des points de vue et que nous créions des expériences plus riches et plus innovantes pour le public. Parce que nous sommes un acteur majeur du cinéma canadien, nous investissons dans des films qui reflètent toute la diversité des cultures canadiennes et autochtones. L'année dernière, par exemple, nous avons soutenu la production de 150 longs métrages. Selon le récent rapport Profil de l'Association cinématographique du Canada, le secteur de la production médiatique a contribué à hauteur de 23 milliards de dollars au PIB du Canada, fournir des emplois, créer des récits de classe mondiale et contribuer à l'économie. Notre contribution, donc, et la répartition de la contribution en ligne nous permet de relater encore d'autres récits et veillera à une plus grande représentation à l'écran. Notre secteur est dynamique et puissant, mais il peut être aussi écrasant. Nous sommes conscients de l'urgence du moment présent. Nos partenaires industriels et nos créateurs ont besoin de notre soutien en ces temps d'incertitude, parce que le travail que nous accomplissons et les collaborateurs. Ensemble, nous façonnons l'avenir. Nous voyons les cinéastes de notre pays briller sur la scène internationale. Il suffit de regarder le jeune cinéaste de Winnipeg, Matthew Rankin. Peut-être avez-vous entendu parler de son 2e long métrage, Universal Language. Il a récemment été présenté en première mondiale à Cannes et a fait sensation dans tous les médias nationaux. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que ce cinéaste francophone qui parle aussi l'espéranto a réalisé un chef-d'œuvre en langue persane dont l'action se déroule à Winnipeg et qui pourrait bien être Téhéran. On voit comment ce film résonne auprès du public. Comme le titre du film, il y a quelque chose d'universel dans les récits qui sont nôtres, peu importe la langue empruntée. C'est ça le pouvoir du cinéma sur la scène mondiale. Comme on l'a dit il y a quelques jours, le cinéma, c'est ce qui définit notre pays. Ce sont là les propos de Denis Villeneuve. Nous voyons, et c'est la prochaine génération, qui apporte un contenu canadien avec un mélange de vulnérabilité et d'ouverture. Eh bien, ça, c'est de la véritable cohésion. Et Matthew a remporté le prix du public de la quinzaine des réalisateurs. Notre pays
est un multiculturalisme sans égal, ce qui nous rend plus empathique, parce que ce que nous faisons, c'est essentiel. Ce que nous créons, c'est essentiel. L'art, les récits, les relations, les partenariats, les communautés. La culture est une force qui nous rassemble tous et toutes. Elle nous réunit dans cette salle. Et il nous incombe donc de continuer à soutenir nos créateurs et à partager les récits qui reflètent notre sentiment d'appartenance, nos valeurs et l'essence même de l'épanouissement humain. Merci. Bonsoir, I'm Catherine Tate. Bonsoir, je m'appelle Catherine Tate. Merci à tous mes collègues de se joindre à moi ce soir pour cette aventure. Avant d'être présidente et directrice générale de CBC Radio-Canada, j'étais productrice. Et ce que j'aimais le plus dans la production, c'est de faire quelque chose à partir d'essentiellement rien. Bien sûr, nous utilisons des scénarios, des œuvres littéraires, des romans graphiques ou même des jeux vidéo comme matériaux de base. Mais, en fin de compte, notre travail, celui du producteur, consiste à donner vie à une histoire de manière à ce qu'elle déborde l'écran pour toucher les cœurs et trouver un écho auprès du public. Il existe une multitude de raisons pour lesquelles les émissions de télévision ou les films séduisent le public, mais la plus importante à mes yeux est l'authenticité. Qui sont ces personnages? Sont-ils fidèles au décor, à leur travail, à leur tenue vestimentaire, à leur accent, à leurs relations? Qui nous a invités dans ce monde? Et avons-nous confiance en eux pour nous guider? Il y a quelques mois, j'ai assisté à Surrey, en Colombie-Britannique, à une projection pour lancer la nouvelle série de CBC, Allegiance. Ce fut une soirée merveilleuse qui a débuté avec de jeunes danseurs sikhs débordant d'énergie et de fierté, parce que cette série n'a pas seulement été tournée sur place, mais qu'elle incarne l'endroit même, une série policière qui se déroule dans la communauté sikh. On me demande souvent ce qui différencie les émissions de CBC ou de Radio-Canada et je réponds que nous sommes le seul radiodiffuseur au pays qui a pour mandat de refléter tous les Canadiens et Canadiennes. Une série comme Allegiance est ancrée dans la vérité. Elle met en vedette Supinder Wek, un acteur punjabi en pleine ascension, et explore ce que c'est pour cette recrue punjabi d'être policier au sein de sa propre collectivité. Allegiance nous aide, en tant que Canadiens et Canadiennes, à comprendre les nuances et les complexités de l'une de nos communautés d'immigrants les plus importantes et les plus prospères. Et, de cette façon, elle nous relie. J'ai vécu une expérience similaire en janvier au lancement très excitant d'une nouvelle série de Radio-Canada intitulée Lakainu, qui est devenue la première comédie du diffuseur public campée dans la communauté haïtienne. Lakainu signifie en créole « notre maison ». Cette série nous fait découvrir le quotidien de 3 générations de Québécois d'origine haïtienne dans une fiction créée et interprétée principalement par des Québécois afrodescendants. Le lancement s'est fait à la Maison d'Haïti, à Montréal. Il me serait dur de vous décrire l'atmosphère là-bas. Il y avait une certaine fébrilité à cause de cette première, bien sûr, mais aussi beaucoup de rire, de plaisir et de joie. J'ai perdu une page, attendez. On y retrouvait l'esprit chaleureux et surtout l'authenticité qui est au cœur de Lakainu et qui explique son formidable succès. La série s'est rendue jusqu'au MIP-TV à Cannes et a été reconnue comme une des meilleures productions télé du moment à l'échelle mondiale. J'ai fait des rencontres émouvantes ce soir-là, notamment avec le vétéran comédien Fayol Jean,
qui m'a fait comprendre que nous avions accompli quelque chose d'extraordinaire dont la communauté avait besoin depuis longtemps. So why do these two shows... Pourquoi ces émissions touchent-elles les Canadiens et Canadiennes? Parce que les expériences des nombreuses communautés distinctes de ce pays, autochtones, haïtiennes, punjabi, terre-neuvienne, occidentale, nordique, constituent notre expérience collective commune en tant que Canadiens et Canadiennes. Et si nous sommes fidèles à nos expériences authentiques, elles voyagent. L'auteur Heather O'Neill a récemment déclaré à propos de la grande et regrettée Alice Munro que plus on est spécifique en tant qu'écrivain, plus on trouve l'universalité. Et les meilleures histoires sont universelles. Elles cernent l'air du temps, incarnent l'effervescence d'un lieu, d'une époque pour le plaisir de tous. Kim's Convenience est un succès télévisuel mondial et a été porté sur la scène londonienne. Et Schick Street est une célébration de tout ce qui est précieux et ennuyeux dans la dynamique familiale et est entré dans l'histoire de la télévision en raflant les Emmy Awards en 2020. Qui aurait pu prédire que l'histoire d'une nounou pakistanaise non-binaire à Toronto remporterait le prestigieux prix Peabody? C'est comme ça que je t'aime, l'infidélité, la trahison mène au meurtre en 1974 dans une banlieue de la ville de Québec, dans cette série présentée au Festival du film de Berlin. Aujourd'hui, je suis enthousiasmé par les choix audacieux de nos équipes de programmation à CBC et Radio-Canada, tant en français qu'en anglais, avec des séries novatrices comme Bones of Crows, une émission qui a marqué l'histoire de la télévision pour avoir été produite en anglais, français et en cri avec nos partenaires de l'APTN. De 2018 à 2022, votre radiodiffuseur public a investi 1,4 million de dollars de programmation dans de tels récits, créés par des producteurs indépendants d'un océan à l'autre. Et ça ne compte pas tout ce que nous avons produit en radio, en balado et en information. Tous les jours, Radio-Canada, CBC diffuse 7000 heures d'informations et de programmes sur toutes nos plateformes, c'est-à-dire 2,6 millions d'heures de programmation chaque année. Des histoires canadiennes enracinées dans les réalités de lieux, mais aussi celles des déplacements et des migrations, dans les traumatismes intergénérationnels, mais aussi dans l'amour familial. Cela nous incarne, nous dit qui nous sommes, des récits uniques mais universels qui nous relient les uns aux autres et au monde. Merci. Bonjour, je suis Leslie Weir de Bibliothèque et Archives Canada. J'aimerais vous parler d'histoire et de vérité. Bibliothèque et Archives Canada préserve les réussites des Premières Nations, des Inuits et de la nation métisse de la partie nord de l'île de la Tortue, aujourd'hui appelée Canada. Nous reconnaissons que sans la vérité, on ne peut y avoir de réconciliation. Les réussites de tous les peuples du Canada qui forment l'histoire du Canada, ou plutôt les histoires du Canada, doivent rendre compte des expériences de chaque nation, de chaque communauté et de chaque personne, car nous avons tous vécu différemment notre histoire commune. Il faut préserver toutes ces recettes pour que les générations actuelles et futures comprennent comment nous sommes devenus qui nous sommes. So I'm going to tell you. Je vais vous raconter 5 brèves histoires. Vous connaissez peut-être Charlotte Gray, auteure prolifique et primée d'ouvrages non romanesques. Pendant 30 années, elle a fouillé les collections de Bibliothèque Archives Canada comme une véritable détective avide d'histoire.
Charlotte feuillette les photos de famille de William Lyon Mackenzie King, fouille dans les lettres de Susanna Moody et découvre les récits de la ruée vers l'or au Yukon. Mais qu'a-t-elle fait avec ce tissu historique? Eh bien, elle les a transformés en best-sellers comme Mrs. King and Sisters in the Wilderness. Nos collections inspirent également les artistes visuels et les cinéastes, ainsi que les artistes visuels. L'artiste Kent Moncton, artiste cinéaste, crée des interventions provocantes dans l'histoire de l'art européenne et nord-américaine avec l'aide de très belles œuvres d'art de notre collection. Kent et Giselle Gordon ont écrit The Memoirs of Chief Eagle Testicle, A True and Exact Accounting of the History of Turtle Island, qui nous a fourni une perspective cri et queer sur le colonialisme. Ce point de vue unique enrichit notre entendement partagé et contribue à la réconciliation. L'artiste conceptuelle Sarah Hatton donne également vie à la célèbre citation de Lavoisier. Pour la numérisation des dossiers de service militaire de la Première Guerre mondiale, notre personnel a minutieusement retiré toutes les petites attaches en laiton vieilles de plus d'un siècle qui maintenaient ensemble les documents de chacun des membres du corps expéditionnaire canadien. Et vous me demanderez combien d'attaches y avait-il? Eh bien, je peux vous le dire, 640 000. Sarah a saisi cette occasion pour donner à ces petites attaches en laiton une seconde vie en l'honneur des soldats canadiens qui ont servi pendant la Première Guerre mondiale. Elle a épinglé des milliers d'attaches sur de grandes bâches militaires noires pour créer d'étonnantes cartes célestes du ciel nocturne. Elle a ainsi recréé ce à quoi le ciel aurait ressemblé la dernière nuit de 5 grandes batailles canadiennes de la Première Guerre mondiale. Imaginez, en regardant ces œuvres d'art, ce que les soldats canadiens ont vu en levant les yeux vers le ciel lors de cette dernière nuit, comme nous pouvons nous-mêmes l'admirer maintenant. Ave Mirage et Passendale. Les créateurs utilisent également nos collections pour faire la lumière sur des événements passés et pour tirer des leçons et avancer vers la réconciliation. À Winnipeg, Rachel Beaulieu du Manitoba First Nation Education Resource Center a réalisé le documentaire captivant A Cup of Cold Water, qui explore le parcours remarquable d'Alfred Kirkness. Kirkness a mis en lumière l'état négligé des cimetières du site du pensionnat de Brandon, où reposent de nombreux élèves des pensionnats. Ces lettres conservées à BAC dans notre bureau de Winnipeg a servi de base à cette révélation. Aujourd'hui, son histoire est partagée lors de projections dans les écoles, ce qui permet à la vérité d'atteindre un plus large public. Le 1er juillet en 1923, le Canada a adopté la loi de l'exclusion chinoise qui interdisait l'immigration de Chinois au Canada pendant 24 années, séparant plusieurs hommes de leur famille, tout en exigeant tous les gens de descendance chinoise, même ceux vivant au Canada, étant nés au Canada, de s'inscrire auprès du gouvernement canadien. Lors du 100e anniversaire de cette loi raciste contre les Chinois, nous avons pu mettre de l'avant une exposition à Vancouver dans le musée canadien chinois. L'artiste de renommée mondiale Eric Chan, connu sous le nom d'Epon, a exploré son propre arbre généalogique grâce à une murale pour l'exposition The Paper Trail, A History of the Chinese Exclusion Act in Canada, au Musée canadien de l'histoire. Il se sert d'images de l'immigration ou des certificats d'immigration originale pour sous-tendre l'importance des objets physiques eux-mêmes. Just word.
L'histoire, c'est plus que des mots sur la plage, c'est plus que des livres, des dessins ou des cartes empilées dans des salles sécurisées ou dans des vitrines de musées. Nous sommes tous les auteurs de notre propre histoire. Dans le vaste patrimoine du passé, les individus peuvent découvrir des outils, des récits pour élargir leurs perspectives, enrichir leur compréhension et libérer leur pouvoir créatif. J'espère que nous continuerons de voir à peu près des histoires bouleversantes et de nouvelles idées, qu'elles soient exprimées dans des livres, des œuvres d'art, des films, des chansons ou d'autres manières, selon l'inspiration des créateurs. Pour ça, à Bibliothèque et Archives Canada, nous devons préserver et rendre accessibles tous les documents historiques qui racontent véritablement notre passé. C'est plus que jamais le cas à notre époque où la désinformation facilitée par l'intelligence artificielle générative peut être utilisée pour réécrire le passé. J'espère enfin que le fait de raconter nos histoires et de comprendre notre passé nous aidera à créer un meilleur avenir pour nous tous. Merci beaucoup. Thank you. Miigwech. Bonsoir. Je m'appelle Christopher Deacon du Centre national des arts. Aujourd'hui, le plus grand défi que doivent relever les organismes canadiens des arts de la scène est d'être pertinents et accueillants dans les diverses communautés qu'ils cherchent à desservir. Ce soir, j'aimerais aborder la question suivante. Comment les organismes des arts de la scène peuvent-ils être pertinents dans la vie des Canadiens et Canadiennes? Composé de théâtre, de danse et de musique, évoque des émotions dans un moment partagé entre artistes et public. Ces récits, racontés sur scène, peuvent nous faire rire ou pleurer. Ils nous invitent à en apprendre plus sur nous-mêmes, à mieux comprendre les autres et notre société. L'empathie est l'axe autour duquel gravitent les arts vivants. The performing arts experience is Les arts de la scène, composés de théâtre, de danse et de musique, évoquent des émotions et dans un moment partagé entre artistes et public. Ils nous apprennent à rire et pleurer. Ils nous engagent dans l'histoire de leurs personnages. Nous entrons dans leurs aventures, leurs expériences. C'est l'empathie. Et il est important de ressentir cette empathie, non pas seul devant notre téléviseur ou dans les pages d'un livre, mais ensemble. Assis dans un théâtre, nos coudes se heurtent parfois à ceux de nos voisins, quelqu'un que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas. Les arts de la scène sont les plus sociaux des arts. Les artistes se nourrissent du public et vice-versa. Même si nous venons d'horizons différents, que nous consommons des médias différents et que nous vivons dans des quartiers différents, à la fin du spectacle, nous sortons de la salle en sachant que nous avons tous vécu quelque chose ensemble. Si les arts de la scène jouent ce rôle important, en faisant ressortir notre empathie, en nous transformant, en nous rassemblant, comment pouvons-nous, en tant qu'institution, inviter davantage de Canadiens et de Canadiennes à y participer? Eh bien, en reconnaissant que pour de nombreux nouveaux publics potentiels, leur première question n'est pas « vais-je aimer ce spectacle ?» C'est plutôt « est-ce un endroit où je me sentirai à l'aise? Est-ce un endroit où je me sens à ma place? » Alors, comment les organismes canadiens des arts de la scène peuvent-ils créer ce sentiment d'appartenance? Tout d'abord, les Canadiens ont besoin de voir leur voix et leur récit de leur communauté sur la scène.
La programmation doit être le fruit d'une relation authentique entre les dirigeants et les diverses communautés. Ces communautés doivent également être représentées dans tous les secteurs de l'organisation, de la billetterie au personnel de première ligne, au marketing, aux équipes de production. Les personnes qui y travaillent doivent vivre et respirer la vie de ces collectivités. Et pourtant, l'effectif de plusieurs de nos organisations ne correspond pas à ces expériences. Les grandes institutions qui en ont les moyens devraient investir dans le développement professionnel. Ce faisant, on créera des liens plus riches avec nos collectivités et les arts de la scène canadienne, mais nous allons profiter d'un plus grand groupe de talents. Devraient investir dans le développement professionnel pour enrichir le milieu artistique canadien, mais aussi d'avoir accès à un bassin de talents diversifiés et qualifiés. Le milieu des arts de la scène doit aussi rejoindre de nouveaux publics en créant des œuvres d'art qui expérimentent et incarnent ce que le Canada aujourd'hui. Ce sont ces histoires que les Canadiennes et Canadiens veulent voir, que le monde entier veut entendre. Leur présence sur scène indique au nouveau public qu'il s'agit d'un lieu qui les accueille à bras ouverts. Un bon exemple de tel récit et qui incarne ce qu'est le Canada d'aujourd'hui, c'est Mahabharata de la compagnie torontoise Why Not Theatre. Cette pièce donne vie à un récit sanskrit vieux de 4000 ans et met en scène une distribution entièrement composée d'interprètes de la diaspora sud-asiatique. Le fonds de création du Centre national des arts investit dans cette extraordinaire production qui a été présentée pour la première fois au Shaw Festival en mars 2023. En octobre, il a été présenté pratiquement à guichet fermé au Barbarian Centre de Londres, en Angleterre, et a fait l'objet de critiques élogieuses et attiré un public très diversifié. Il s'agit d'une histoire ancienne, d'une histoire canadienne, et j'espère que vous viendrez la voir à notre scène au printemps prochain. Au Centre national des arts, nous sommes en voyage. Nous nous efforçons d'attirer de nouveaux publics et d'inspirer un sentiment d'appartenance. Nous avons recruté une brillante équipe de direction artistique très diversifiée. L'an prochain, nous célébrerons la 5e saison du Théâtre autochtone du CNA, qui fait entendre des voix, des récits autochtones en langue autochtone sur la scène nationale. Sa direction et une grande partie de son équipe sont autochtones. Notre plan stratégique, imaginons la suite, met l'accent sur la création d'un sentiment d'appartenance et sur la création de voies d'accès pour les artistes et les professionnels des arts de toutes les cultures afin qu'ils puissent bâtir leur carrière. Il nous reste encore beaucoup à faire et nous apprenons des communautés et les écoutons. Et je vous laisse sur cette note. Un spectacle ne prend vie que lorsque le rideau se lève et que le public tombe sous le charme du spectacle. Cette expérience est esthétique, émotionnelle, voire spirituelle, mais elle est foncièrement sociale. Pour que les sièges soient remplis, les organisations des arts de la scène, ainsi que les artistes et les producteurs avec lesquels elles travaillent, doivent nouer des relations authentiques avec les collectivités qu'elles desservent, afin que ces dernières puissent avoir un véritable sentiment d'appartenance. Ce n'est qu'à cette condition que les arts du spectacle pourront avoir un plein effet bénéfique et refléter ce que nous sommes en train de devenir en tant que Canadiens et Canadiennes. Good evening, everyone. Bonsoir toutes, tous. Privilege and pleasure J'ai le plaisir et le privilège d'être présidente et chef de la direction Fonds des médias du Canada. Le FMC est le plus grand fonds au Canada qui soutient le développement, la production et la promotion de contenus autochtones et canadiens sur toutes les plateformes audiovisuelles, principalement la télévision, mais aussi le cinéma, les jeux vidéo et le divertissement immersif. Pensez à des séries comme Orphan Black, Schitt's Creek
Pour toi, Flora, le Bye Bye, Stat, Children Ruin Everything. En tout cas, c'était le cas de mes enfants. Et à des jeux vidéo à succès comme Dead by Daylight, Rainbow Billy et Ravenlock. La force créative du Canada est plus que le titre de cette conférence. Le Canada est une force créatrice. Qu'est-ce qui explique la force créatrice d'un pays relativement petit, voisin du plus puissant producteur et exportateur de culture de l'histoire? Eh bien, on en a beaucoup entendu parler ce soir. L'authenticité. C'est ça la source de notre pouvoir créatif. Au milieu d'une surabondance de médias et d'innombrables voix qui se disputent l'attention, l'authenticité est l'atout qui permet à nos histoires de percer. Les créateurs canadiens reflètent la diversité et les multiples facettes de notre société. C'est ainsi que nos conteurs transcendent les frontières et se rapprochent des publics du monde entier. C'est la raison pour laquelle la culture canadienne est importante. La série Transplant, produite à Montréal, en est la preuve. Les dramatiques médicales sont depuis longtemps à l'avant-garde en matière de représentation à l'écran. Cette série ne fait pas exception. La série a employé scénariste, Sana Ely, et a pu aller chercher quelques 3 millions de téléspectateurs aux États-Unis. Ainsi, on a pu ensuite créer une nouvelle série policière de CBC du nom de Allegiance Siege, basée à Surrey en Colombie-Britannique, qui suit un policier sud-asiatique. La série Heartland, produite en Alberta, est diffusée depuis 17 saisons, un record pour une dramatique d'1 heure. Elle est regardée dans plus de 120 pays et est la seule série canadienne à figurer dans le top 15 des séries télévisées regardées par les Américains sur les plateformes de diffusion en continu. S'il y a des Américains dans la pièce ce soir, veuillez vous lever. La série typiquement torontoise Sort of raconte l'histoire d'un millénaire à la croisée des genres et des identités et elle a obtenu 68 nominations et 30 prix, dont les Canadian Screen Awards, les Cannes Diversified TV Awards et rien de moins qu'un Peabody. L'authenticité de la toute première série québécoise avec une distribution majoritairement noire. Bon, je pense que CBC et Karen Tate en a parlé, a enchanté le public québécois. Il s'agit de L'accueil nous. Il y a aussi, bien sûr, Little Bird, qui suit l'histoire de Bezig Little Bird, une femme autochtone qui a été enlevée à sa famille pendant le scoop des années 60 et adoptée par une famille juive. La série a été saluée lors des derniers Diversity TV Awards, a remporté le prix du public lors de Series Mania en 2023 et la semaine dernière a décroché un total de 33 Canadian Screen Awards, dont celui de la meilleure série dramatique. Je travaille dans ce secteur depuis près de 40 ans et j'ai pu constater l'impact de nos récits. Les histoires autochtones et canadiennes ne sont pas qu'un simple divertissement. Elles font le pont. Elles relient les gens et favorisent l'empathie et la compréhension entre les cultures et les expériences. À ce propos, permettez-moi de dire quelques mots de Carrie Swanson, qui est la PDG du Bureau de l'écran autochtone. En tant que premier organisme national de financement autochtone du contenu cinématographique au Canada, le BA ouvre la voie en mettant en place un nouveau système novateur et réactif pour la prochaine génération de conteneurs autochtones. Notre modèle a inspiré et changé l'industrie cinématographique canadienne. Changer les systèmes dans ce pays demande un effort monumental et nous avons démontré que nous connaissons la voie à suivre. Le succès international de nos conteurs témoigne de cette connaissance. Le pouvoir de ces histoires modifie les perceptions et les stéréotypes dans notre pays et dans le monde entier. Le changement exige du courage, de l'humilité et du respect. Lorsqu'on parle du pouvoir de la culture au Canada, en l'absence des peuples autochtones, on passe à côté du pouls de cette terre, de son histoire et des récits qui nous aident à donner un sens à tout cela. Je m'empresse d'ajouter que le travail accompli par le BA et le succès du contenu autochtone résonne le monde entier. Ce n'aurait été pas produit, ne serait-ce une détermination. La série qui s'annonce North of North, qui est en fait une production à succès
réalisateur inuit et financé par CBC, APTN, CMF et Netflix, n'aurait pas pu être tourné dans la communauté de Iqaluit sans cet investissement de millions de dollars. On a compris que c'était là une occasion à saisir pour assurer l'épanouissement des créateurs et de son équipage dans le Nord. L'authenticité, je le répète, est essentielle pour nous tous et toutes, les bailleurs de fonds, les promoteurs, les gardiens de la culture. Nous devons tous en faire l'un de nos principes fondamentaux. C'est ce qui rend les récits autochtones et canadiens, quelles que soient les expériences des communautés et les régions, partageables à l'échelle mondiale. C'est ce qui nous a permis de bâtir un secteur médiatique puissant en 2023. La production médiatique au Canada a contribué quelques 14 milliards de dollars au PIB du pays et a créé près de 240 000 emplois bien rémunérés. C'est ce qui a permis au FMC de financer plus de 1300 projets audiovisuels et interactifs au cours de l'exercice 2023-2024, permettant ainsi une activité de production de 1,7 milliard de dollars. L'authenticité est ce qui donne à notre secteur le pouvoir de nous changer, de remettre en question nos perspectives et de revigorer nos esprits. Et c'est à travers ce prisme de l'authenticité que le Canada est perçu sur la scène internationale. J'ai récemment vu Wilfred Buck au Festival de films de Yorkton en Saskatchewan, ma province d'origine. Il s'agit du plus ancien festival de films en Amérique du Nord, plus ancien que celui de Cannes. Ce premier long-métrage documentaire acclamé de la réalisatrice Anishinaabe et Lisa Jackson a fait ses débuts internationaux au prestigieux CPH Docs de Copenhague et a été une sélection officielle de Hot Docs 2024. Se déplaçant entre la Terre et les étoiles, le passé et le présent, cette histoire suit la vie extraordinaire de Wilfred Buck, un aîné autochtone charismatique et irrévérencieux qui a surmonté une histoire éprouvante de déplacement, de racisme et de toxicomanie en se réappropriant le savoir et la cérémonie des étoiles ancestrales. Dans une scène, un ancien décrit la visite de deux éminents scientifiques au Dalai Lama pour discuter de certaines de leurs théories scientifiques. Le Dalai Lama verse du thé. Pendant qu'ils échangent, le thé remplit la tasse et déborde sur la table et le sol même. Et le scientifique lui dit « Arrêtez, arrêtez, le thé déborde et ça fait un gros dégât. » Le Dalai Lama a répondu ce qui suit, et ce n'est pas une citation, « Il en va de même de votre esprit. Il est empli de recherches, d'idées et de votre travail au quotidien. Votre esprit est surchargé et vous ne pouvez pas trouver les réponses à vos questions. Vous ne les apercevez pas. Ils débordent comme le thé. Revenez quand votre esprit sera vide et sera prêt à recevoir. » Ce documentaire a profondément marqué mon cœur et mon esprit. Je me suis promis de trouver un moyen de faire le vide pour être capable à mon tour de recevoir ce qui n'est pas familier et de m'accrocher à la conviction qui était celle de Wilfred Buck. Tous nos ancêtres se trouvent dans les étoiles, car c'est de là que nous venons, nous aussi. Sous peu, nous allons être préoccupés par ce qui se passe au-delà de la frontière et au pays même. Dans les mois et les années à venir, regardez quand vous le pouvez. Voyez et ressentez ces récits qui nous rappellent qui nous sommes, d'où nous venons et qui nous aident souvent à voir à quoi l'avenir pourrait ressembler. Nos conteurs nous gardent intègres, nous permettent de transcender le quotidien et de retrouver ce que nous avons peut-être perdu au fond de nous-mêmes. Merci. Good evening. Bonsoir. I'm Michelle Chawla. Je suis Michelle Charla, directrice et chef de la direction du Conseil des arts du Canada. J'aimerais commencer par vous poser une question. À main levée, qui dans cette salle a entendu parler ou vu la comédie musicale Come From Away? Oh là là! Pour ceux d'entre vous qui ne peuvent pas voir le public dans la salle, de nombreuses mains étaient levées.
Pour ceux qui ne connaissent pas Come From Away, cette pièce de théâtre, elle a été créée par 2 artistes canadiens et elle est basée sur une histoire vraie et véritablement canadienne. Elle relate comment le 11 septembre 2001, 7000 passagers aériens bloqués ont été accueillis et pris en charge par la petite communauté de Gander à Terre-Neuve. Les artistes à l'origine de cette histoire nous rappellent l'importance des liens entre les cultures et la façon dont les communautés peuvent être là les unes pour les autres lorsque c'est le plus important. Ils ont également créé une expérience puissante et partagée qui nous rappelle ce que signifie que d'être humain. Come From Away est devenu un grand succès à Broadway et est en tournée dans le monde entier. Il rejoint de nombreux spectateurs. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il y a de nombreuses années, alors qu'elle en était au premier stade de son développement, cette comédie musicale a obtenu une subvention du Conseil des arts du Canada. Je vais maintenant changer de vitesse pour un moment. Ces dernières années, le Conseil a vu et soutenu de plus en plus de projets créatifs qui s'attaquent à certains des plus grands défis de notre société. Cela illustre le fait que les arts ont le pouvoir de créer des changements significatifs dans nos sociétés. L'un de ces projets est mené par la Comox Valley Art Gallery en Colombie-Britannique. Il s'intitule Walk With Me. Marche avec moi. Pour situer le contexte, cette galerie est située dans une communauté qui a été gravement touchée par l'empoisonnement en drogue et la crise du logement. Il faut reconnaître que l'imagination est une réponse nécessaire à cette crise et le personnel de la galerie s'est demandé comment il pourrait contribuer à réduire les dommages dans sa communauté. Ensuite, les leaders, les membres du public, le personnel de la galerie ont créé des histoires, des promenades contées audio guidées. Grâce à ce projet, la Comox Valley Gallery inspire d'autres personnes à réimaginer la façon dont les galeries et d'autres espaces artistiques traditionnels peuvent aider à transformer les communautés pour le mieux. Et grâce à la subvention du Conseil, ils pourront élargir et partager ce projet encore. Je voudrais maintenant vous raconter une dernière histoire. Depuis de nombreuses années, le Conseil des arts s'est engagé à soutenir les arts et les cultures autochtones dans l'esprit de la souveraineté et de l'autodétermination. Bien que nous ayons encore un long chemin à parcourir pour rattraper les décennies de marginalisation des artistes et des communautés autochtones, notre travail évolue dans une direction positive. En particulier, grâce à l'établissement de relations avec la Fondation de l'art inuit, le gouvernement du Yukon et le gouvernement des territoires du Nord-Ouest, nous avons développé conjointement plusieurs initiatives qui sont pour le Nord, par le Nord avec le Nord. Ces initiatives comprennent des programmes de financement qui peuvent être mis en œuvre sur le terrain afin de répondre aux priorités, aux besoins divers et qui renforcent les capacités, les projets artistiques à petite échelle. Avec ces programmes, nous concentrons sur les communautés autochtones et nous renonçons consciemment à notre pouvoir de décision en donnant aux communautés nordiques les moyens d'agir et en mettant l'accent sur les visions du monde autochtone. Ces programmes touchent de nombreuses communautés qui n'ont eu qu'un accès limité au Conseil et à toute forme de financement des arts, les aident à prospérer. Les projets que je viens de décrire ne représentent qu'une petite fraction des milliers de projets que le Conseil soutient chaque année. Aucun autre organisme fédéral de financement des arts nous soutenons un très grand nombre d'artistes dans l'écosystème des arts. Il y a évidemment les artistes, les organisations artistiques qui diffusent l'art, et le public qui participe à l'expérience. Le financement permet de soutenir le prochain grand roman, le prochain spectacle de danse
et les prochaines expositions d'un océan à l'autre. Il nous permet aussi de financer les artistes qui créeront, comme je le disais, les grands romans, les spectacles de danse, les pièces de théâtre ou les concerts. Cela a toujours été une relation symbiotique, mais cette relation est maintenant perturbée. Ces dernières années ont radicalement changé la façon dont les gens consomment l'art et la culture. Il est devenu beaucoup plus difficile d'attirer les gens hors de chez eux pour vivre l'expérience des arts en direct et en personne. Cela a entraîné une baisse des revenus dans l'ensemble du secteur, ce qui représenterait déjà un défi en soi. Mais cette situation conjuguée aux effets de l'inflation fait qu'il en coûte plus cher aux artistes pour créer des œuvres, aux organisations artistiques pour les présenter, au public canadien pour en faire l'expérience. En conséquence, tout cela crée un déséquilibre insoutenable dans notre écosystème. En conséquence, les organisations artistiques ferment leurs portes et les artistes quittent les arts pour poursuivre leur carrière dans d'autres secteurs. Sans un financement plus durable des arts, nous devons réfléchir à l'impact que cela aura sur nos communautés, nos villes et nos régions. Qu'est-ce que cela signifiera pour notre avenir? Avec toutes les guerres, les haines, les divisions qui règnent actuellement dans le monde, nous n'avons jamais eu autant besoin des arts, besoin de la beauté, de la connexion, de la conversation. Je vais revenir à ma première question et je vais citer les paroles de Come From Away. Vous êtes ici à la fin d'un moment, au bout du monde. Vous êtes ici, au bord de l'océan, là où l'histoire se termine. Je vous laisse donc sur une dernière question. Au lieu de laisser le récit se terminer, où voulons-nous qu'il aille? Et pour ma part, je sais que nous avons besoin des arts pour qu'on puisse raconter nos récits, partager notre humanité commune et de forger notre avenir ensemble. Merci. Give them a round of applause. That was great. Allez, une belle main d'applaudissements. C'était formidable. Vous nous avez rappelé combien les arts et la culture sont importants pour notre pays. Merci beaucoup. Alors là, ce que je vais faire, je vais inviter nos conférenciers et conférencières à se rendre à la réception. Une belle main d'applaudissements, Suzanne vraiment, Julie Roy, Catherine Tate, Leslie Weir, Christopher Deacon, Valérie Clinton et Michel Chala. Alors là, vous allez m'écouter pendant un petit moment. Moi, je vais vous parler de Walrus. Si vous avez apprécié l'événement de ce soir, les Walrus Talks reviendront à l'automne avec d'autres événements. Inscrivez-vous à la infolettre du Walrus lorsque vous vous rendrez à la table de la réception ou restez en contact en vous inscrivant à l'infolettre par le biais du courriel de suivi qui arrivera dans votre boîte de réception demain. Abonnez-vous à The Walrus. Nous avons une offre spéciale pour ceux d'entre vous qui sont dans la salle. Juste pour vous, un abonnement d'1 an à The Walrus, 8 numéros livrés à domicile, ne coûte que 25 $. Rendez-vous à notre table et nous vous inscrirons. The Walrus est le lieu de conversation soutenu par la communauté au Canada. Cela signifie que son journalisme et ses événements sont rendus possibles grâce à des gens comme vous. Au contraire d'autres organismes journalistiques, The Walrus est un organisme de bienfaisance enregistré dont le mandat est éducatif. Notre journalisme indépendant et vérifié est alimenté par les dons d'une communauté qui rend The Walrus accessible à tous. Si vous voulez que The Walrus continue de créer des histoires qui comptent et des événements comme celui-ci, veuillez envisager de soutenir les médias indépendants et le journalisme fondé sur les faits en faisant un don. Vous pouvez vous rendre sur thewalrus.ca// pour nous appuyer. Tous les dons de 20 $ ou plus recevront un reçu d'impôt. Merci à tous les partenaires de cette soirée qui ont fait ces entretiens possibles. Merci d'être en présent, personne et en ligne. Je vous souhaite une excellente soirée.